Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en spécialité mathématiques. Ceux qui sont en maths complémentaires qui veulent regarder la vidéo, il n'y a pas de souci, vous pouvez tout à fait la regarder aussi, mais ici je vais bien évidemment la tourner sous un angle SPMAT. Donc soyez accrochés si vous regardez la vidéo et que vous êtes en maths complémentaire, parce que je vais tout définir de la manière que je vais définir les choses comme on pourrait définir en spécialité maths. Alors du coup, ici dans cette vidéo, qui s'inscrit dans le dernier chapitre de spécialité mathématiques concernant les variables aléatoires, les inégalités concentration et la loi des grands nombres, nous allons donc dans un premier temps nous intéresser au sein de la vidéo aux variables aléatoires et un certain nombre d'indicateurs qui permettent de les décrire, à savoir donc l'espérance, la variance et l'écart type. Pour cela, donc dans un premier temps, il va falloir qu'on définisse la notion de variable aléatoire. Ok, donc variable aléatoire, et on va aussi s'intéresser à la loi de probabilité. Ok, alors pour comprendre la notion de variable aléatoire et donc de loi de probabilité d'une variable aléatoire, il va donc falloir faire la chose suivante. Je vais donc vous introduire ça sous la forme d'une expérience. Ok, donc petite expérience, on va donc ici avoir un sachet. Ok, on va avoir un sachet, une urne, comme vous voulez. En tout cas, ce sachet il va être opaque, de sorte à ce que tous les éléments qui soient au sein du sachet, on ne puisse pas les visualiser, on ne puisse pas voir qu'est-ce que c'est. Ensuite, donc, on va introduire au sein de l'urne 3 dés. Un dé de couleur verte, un dé de couleur rouge et un dé de couleur bleue. Ces 3 dés, comme vous pouvez le voir ici, on va les donc ils sont indiscernables au toucher. Et donc on ne peut pas savoir ainsi sur quel... Enfin, on sait qu'on va forcément tomber soit sur un dé rouge, soit sur un dé bleu, soit sur un dé vert. Mais a priori, lorsque je vais tirer mon dé au hasard, vu qu'ils sont indiscernables au toucher et que je ne peux pas les voir, on n'est pas sûr du résultat sur lequel on va tomber. Alors, maintenant, pour compliquer un peu l'affaire, et pour nous emmener comme ça à la définition de ce que c'est qu'une variable aléatoire, on va donc poser une mise. Bon, du coup, pour compliquer la chose, on va donc poser une mise. Ok, c'est-à-dire, avant même que vous tirez un dé de votre urne, vous allez donc mettre une mise. Votre mise, ça va être la chose suivante, c'est-à-dire vous allez miser 1 euro. Un peu dans la même logique que quand vous pariez au loto. Okay, c'est-à-dire que quand vous allez au bar, par exemple, parier au loto, vous faites une mise. Vous faites une mise de 1, 2, 3, voilà, une certaine somme d'argent. Donc on va miser une certaine somme au départ. On va miser 1 euro. Et en fonction du dé sur lequel vous allez tomber, vous allez plus ou moins gagner de l'argent. Par exemple, donc, si vous tombez sur des dés de couleur bleue, à l'issue de ce tirage, vous allez donc gagner 1 euro. Si vous tombez sur un dé de couleur rouge, vous allez donc perdre 3 euros. Et enfin, si vous allez tomber sur un dé de couleur vert, vous allez donc gagner 5 euros. Donc du coup, voilà un petit peu l'expérience telle que je vous l'ai décrite. Donc en résumé, comme je vous dis, on a une urne. Sur cette urne, au sein de cette urne, donc on a 3 dés. Un dé de couleur rouge, un dé de couleur bleue et un dé de couleur verte. Au départ, donc avant de tirer un des dés de l'urne, je vais donc faire une certaine mise. La mise c'est 1 euro. Et après donc, en fonction de au départ j'ai misé 1 euro. Et après en fonction du dé sur lequel je vais tomber, lorsque je vais faire mon tirage, dans ce cas-là je vais pouvoir gagner soit 1 euro si je tire sur le dé numéro bleu, de couleur bleue, soit je perds 3 euros si je tire un dé de couleur rouge, ou soit je gagne 5 euros si je tombe sur un dé de couleur verte. Ok, bravo. Et ainsi, voilà, je viens de créer tout bêtement à l'aide de cet exemple une variable aléatoire. Puisqu'en effet, pour chacune des issues de l'expérience, c'est-à-dire le fait de tomber sur des deux couleurs rouges, de couleur bleue ou de couleur vert, je vais pouvoir y associer ce qu'on appelle un gain. Ok, un gain, un réel plus précisément. Puisqu'en effet, si je tombe sur un dé de couleur rouge, quand je mise déjà 1 euro, dans tous les cas, quelle que soit la mise, quel que soit le dé sur lequel je vais tomber, je mise 1 euro. Donc dans tous les cas, je perds 1 euro. Maintenant, si je tombe sur un dé de couleur rouge, j'ai déjà perdu 1 euro, je repère 3 euros, je vais donc perdre 4 euros. Pareil pour le dé de couleur bleue. Le dé de couleur bleue, comme je mise 1 euro et après je regagne 1 euro, là, je gagnerai en clair. J'ai associé le réel 0. Et après, pour le dé de couleur vert, du coup là, c'est la même idée. Comme je mise 1 euro et ensuite je regagne 5 euros, au total, en somme, j'ai donc gagné 4 euros. Et à chaque issue comme ça, je vais associer un gain. Alors, un gain ou plus précisément un réel. Et donc là, je viens de créer
à l'aide de cet exemple-là, une variable aléatoire. Ok. Donc, par définition, on va appeler variable aléatoire. Enfin, pour définir une variable aléatoire, il va faire donc un univers. Donc, soit oméga, un univers d'une expérience aléatoire. Ok. Et donc, une variable aléatoire, c'est l'application pour tout élément qui appartient à oméga, qui va associer donc à chaque élément de oméga, et bah un réel. Ok, va vous. Donc en clair, si je vous définis ça proprement, on appelle variable aléatoire. Donc on dit l'application qui, à chaque issue, donc de oméga, renvoie un réel. Ok. Alors souvent la variable aléatoire, j'ai noté grand X. Ok, voilà. Et donc à chaque issue de oméga, on va renvoyer un réel. Ok, un réel de nature quelconque. Ok, voilà. Donc c'est l'application qui à chaque issue de oméga renvoie un réel. Donc ça c'est ce qu'on appelle une variable aléatoire. Remarquez bien, ça c'est bien de souligner la chose. Une variable aléatoire c'est tout sauf variable et sauf aléatoire. Ok, on appelle ça variable aléatoire, mais en fait il n'y a rien de variable réellement, puisqu'à chaque réel fixe, à chaque plutôt issue donc de mon expérience aléatoire, je vais toujours associer le même réel. Et aléatoire, du coup aléatoire pareil. Là on n'a pas de caractère aléatoire, ok. Du moins on n'a pas de probabilité qui est mise en jeu quand on fait une variable aléatoire à la base, ok. Donc bon, on appelle ça variable aléatoire, mais il n'y a rien d'aléatoire, ok. C'est le nom qui a été choisi pour désigner cette application, mais il n'y a rien de variable, il n'y a rien d'aléatoire, ok, quand on parle de variable aléatoire. Bon, du coup, ça c'est pour la définition de ce qu'on appelle une variable aléatoire. Maintenant, on va donc définir ce que signifie donner la loi de probabilité d'une variable aléatoire. Donc, définition. Donc, une loi de probabilité, ça va être une autre application. C'est une application qui, du coup, va permettre la chose suivante. Elle va permettre donc à chaque élément, donc qui appartient donc à notre univers oméga, ok, d'y associer la chose suivante. Ça va nous renvoyer un réel compris entre 0 et 1. Alors là, c'est un réel. Ça veut dire en clair, c'est une application qui permet à chaque réel A de connaître la probabilité que la variable prenne la valeur A. Ok. Donc à chaque issue petit a, et la loi de probabilité va nous permettre de connaître la valeur donc P de grand X égale A. Donc en clair, à chaque issue, le fait de donner la loi de probabilité va nous permettre de connaître la probabilité justement que la variable aléatoire prenne la valeur. Ok. Donc c'est une application qui à chaque élément de oméga, oméga, et va nous renvoyer un réel entre 0 et 1. Donc voilà, ça c'est une façon de définir la notion de loi de probabilité. Donc ça, une loi de probabilité de X, c'est tout simplement une application qui à chaque réel pris par la variable va nous donner un réel, va nous renvoyer un réel compris entre 0 et 1. Ok, donc à chaque élément A, ça va nous renvoyer la probabilité que grand X égale A. Ok, en clair. Donc ça c'est la loi de probabilité. Alors pareil dans les exercices, si j'ai le temps, je vous montrerai comment on fait. Sinon, je remettrai la vidéo de l'an dernier que j'avais fait à ce sujet-là. Mais pour donner la loi de probabilité d'une variable aléatoire, la méthode sera toujours la même. C'est-à-dire que je prends les issues, ok, et je vais tout simplement regarder le réel qui lui est associé. Ok, à chaque issue, je regarde le réel qui est associé. Ensuite, une fois que j'ai fait cela, dans un second temps, je vais regarder la probabilité de tomber sur une issue de l'expérience aléatoire. Et de ce fait, comme je connaîtrai la probabilité de tomber sur l'issue, ça va me permettre d'en déduire la probabilité que la variable prenne la valeur. Et enfin, donc, je vais regrouper dans le tableau la chose suivante, c'est-à-dire les valeurs prises par la variable et la probabilité de réalisation de cet événement, c'est-à-dire que grand X égale 1. Bon, donc ça, pareil, je vous montrerai comment on fait ça au sein d'exercices. Sinon, je vous montrerai la vidéo de l'an dernier. Maintenant qu'on a défini un peu tout ça, variable aléatoire, la probabilité. D'ailleurs là, si vous remarquez bien avant que je passe à la partie suivante, ici, je n'ai pas fait exprès, mais on a fait un jeu équilibré, ok.
et justement, on va essayer de comprendre cette notion de jeu équilibré dans cette seconde partie. Puisque maintenant, on va parler d'indicateurs. Alors, indicateurs permettant de caractériser une variable aléatoire, ben, il y en a 3. Tout d'abord, on a l'espérance. Ensuite, on a la variance. Et enfin, pour terminer, on a l'écart type. Ok. Alors, ces variables, ces termes-là, vous les connaissez déjà plus ou moins, normalement, depuis la classe de seconde. Bon, vous allez me dire, oui, mais en seconde, on a dormi, on n'a pas eu cours de maths. Peut-être, soit. Mais du coup, enfin, quoi que, là, les générations Covid, maintenant, il n'y en a plus trop, hein, en seconde. Les générations qui ont connu Covid en seconde. Bref, ceci étant dit, sauf pour les redoublants, du coup, qui seraient de la génération 2005. Sinon, vous ne serez plus là. Bon, petite définition. Donc, on va essayer de définir dans le premier temps ce que c'est que l'espérance d'une variable aléatoire. Alors, l'espérance d'une variable aléatoire, c'est tout bête, mais en fait, c'est une moyenne. Ok, c'est une moyenne plus ou moins pondérée. Je vous explique le principe. C'est-à-dire, donc, on va prendre une loi. Donc, on a grand X qui va suivre la loi de probabilité que je vais donner dans le tableau suivant. Donc, pour ceux qui ne verraient pas ce que j'ai raconté il y a à peu près une minute, et bah, l'idée, c'est que tout simplement, quand vous avez une variable aléatoire, que vous lui donnez la loi de probabilité, vous allez toujours la donner sur la forme d'un tableau, avec les valeurs prises par la variable, donc xi. Alors là, dans le cas général, ça va me donner x1, x2, etc. jusqu'à arriver à xn. Et après, ici, sur la deuxième ligne, vous mettez les probabilités que la variable aléatoire soit égale à la valeur désignée, donc à la valeur xi. P de grand X égale xi. Et ainsi, du coup, les probabilités que vous allez obtenir seront les suivantes. Là, vous aurez P de grand X égale x1, P de grand X égale x2, etc. jusqu'à P de grand X égale xn. Ok, ça c'est bon. Alors, deuxième chose, ça c'est super important, je ne l'ai pas dit aussi précédemment, mais en fait, quand vous faites la somme de toutes les probabilités que j'ai entourées en bleu, ça, la somme, ça fera 1. Ça, on en a besoin justement dans quelques instants. Donc, la somme vaut 1. Si un jour vous faites une autre probabilité, que vous voyez que la somme de toutes les preuves que vous avez rentrées est différente de 1, automatiquement ça ne va pas fonctionner. Ok, c'est-à-dire que vous avez une erreur dans le moment où vous avez établi votre variable aléatoire. Ok, et donc dans le moment où vous avez établi la loi de probabilité de la variable. Ok, bon, tout ça pour dire. Maintenant, rentrons un peu plus en vif. Donc, soit grand X, une variable aléatoire suivant la loi suivante. Donc, suivant la loi suivante. De ce cas-là, on appelle la chose suivante. Donc, on appelle espérance de la variable aléatoire. Donc, espérance de grand X, le réel suivant. Donc, ça va être le réel que l'on note d'une part E de grand X. Ok. Et le réel noté E de grand X qui correspond donc à une moyenne, donc à l'espérance de la variable aléatoire, on va calculer de la même manière qu'une moyenne. C'est-à-dire que, une moyenne, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez, par exemple, quand vous voulez faire la moyenne de vos notes. Bon, on va faire le cas simple. Le plus simple, quand vous voyez ça au collège, vous dites que la moyenne, c'est égal à la somme de toutes les notes divisé par le nombre de notes. Ça, c'est le cas le plus simple qu'on voit au collège. Et après, un peu plus tard, on vous parle de moyenne pondérée. Donc là, la moyenne pondérée, même en termes là, ça marche encore. Quand vous voulez calculer la moyenne pondérée, donc pour les maths, par exemple, si vous voulez calculer votre moyenne de maths, très souvent, le prof va appliquer des coefficients. Quand vous voulez calculer donc, votre moyenne de maths, comme je disais, même en classe de terminale, le prof va appliquer des coefficients. Il va appliquer un coef 2, coef 4, coef 2, enfin 1,5, etc. L'idée, pour calculer votre moyenne de maths, vous faites quoi? Vous faites note fois coef, plus note fois coef, plus note fois coef, etc. Autant de notes et de coef que vous avez, divisé par la somme des coefficients. Là, c'est la même idée. Pour l'espérance d'une variable aléatoire, c'est une moyenne. Ok. Sauf que là, comme on est sur une variable aléatoire et qu'on n'est pas en stats, on ne dit pas moyenne, on dit espérance. Et l'espérance de grand X, on va la définir de la façon suivante. E de grand X égale. Donc, dans le premier temps, je vais la donner telle qu'on l'a donnée en classe de première, et après, on va essayer d'améliorer un peu cette notation, qui est une notation pas très ouf. Donc, on prend la première valeur, x1, fois probabilité que grand X égale x1, plus deuxième valeur, x2, fois probabilité que grand X égale x2, etc. jusqu'à arriver à la dernière valeur, donc xn, fois probabilité que grand X égale xn. Ok, ça c'est comme ça, non, j'ai défini la notion d'espérance l'an dernier en classe de première. Maintenant, pour traduire cette opération-là, qui est une somme en réalité, tout simplement, en classe de terminale, elle va donner autrement la définition de l'espérance. Ça, donc, on va dire, c'est l'espérance lorsque i démarre à 1 jusqu'à n de xi fois p
de grand X égale XI. Ok? Parce que là, du coup, le I qui est là et le I qui est là, en fonction du rang, il va varier. Il va varier de 1 jusqu'à N. Alors, concernant l'espérance, on peut donner une autre définition de cette grandeur. Ok? Donc, autre définition de l'espérance, donc on va noter toujours E de grand X. E de grand X, du coup, on va dire c'est la somme de tous les éléments qui appartiennent à l'univers de X de l'élément. Donc la variable aléatoire évaluée à cet élément fois la probabilité que grand X prenne la valeur de l'élément. Ok? Donc si j'apprends W à l'élément de oméga, ok, bah, est-ce que c'est la somme pour tous les éléments W qui appartiennent à oméga de la variable prix, enfin de la valeur que prend la variable en oméga fois la probabilité que grand X égale la valeur, ok, égale W. Donc ça c'est une autre définition encore une fois de l'espérance, ok. Donc tout à l'heure nous avons vu que l'espérance on peut la définir par une somme. Donc c'est la somme de I qui démarre à 1 jusqu'à N des XI P de grand X égale XI, ok. Donc ça c'est une première définition de l'espérance. Donc ça équivaut à ça équivaut à ce long calcul qu'on faisait depuis la classe de première voire seconde. Et l'autre définition de l'espérance, je vous la donne quand même, elle peut servir dans les démos, c'est celle-ci. Donc ça, voilà comment on définit l'espérance. Alors maintenant qu'on a défini l'espérance, alors pareil, là ici je vais vous donner une définition de chacun des indicateurs. Mais pour les propriétés de chacun de ces indicateurs, on expliquera un peu plus en détail dans les vidéos appropriées à ce sujet-là. Ok. Donc, deuxième chose, maintenant que nous en parlons d'espérance, on va parler de variance. Ok. Donc définition de la variance. Là, pareil, on va essayer de donner des choses un peu plus propres. Alors la variance, en classe de première, voire de seconde, on vous a dit quoi? Donc, on reprend notre X, c'est une variable aléatoire, qui suit la loi suivante. Donc, c'est pas une loi binomiale, c'est une loi quelconque, hein, qui est donnée dans un tableau. Donc, qui est le suivant. Donc, xi, p de grand X égale xi. Et donc, on va prendre les valeurs x1, x2, etc. jusqu'à xn. On va indiquer donc les probabilités, p que grand X égale x1, p que grand X égale x2, etc. jusqu'à p que grand X égale xn. Alors, du coup, contrairement à tout à l'heure, là pour définir la variance, ça va être tout. On va donc introduire une nouvelle grandeur. Et avant de définir la variance, dernière chose que je vais vous dire au niveau de l'espérance, parce qu'on va l'avoir. Ça c'est bien sûr que vous ayez ça en tête. L'espérance c'est une moyenne, comme je vous dis. Et dans le cadre des variables aléatoires, l'espérance, donc ça va être par exemple si on est dans le cadre d'un jeu, si on est sur une variable aléatoire qui vous donne le gain algébrique que vous avez, ok. Dans ce cas-là, et ben tout simplement, en fait, l'espérance va vous fournir en moyenne le gain algébrique que vous allez pouvoir obtenir. Donc si je reprends l'exemple de tout à l'heure avec mes dés, et bien dans ce cas-là, tout simplement, en moyenne, si j'ai fait tous mes calculs, je vois que le jeu est équilibré, puisqu'en moyenne, je peux espérer gagner 0 €. Ok. Donc là, on a un jeu équilibré. Si l'espérance est négative, ce qui est totalement possible, et bien dans ce cas, j'ai un jeu qui est dit déséquilibré, ok, voilà, qui a un désavantage pour nous. Et si au contraire, donc j'ai une espérance qui est positive, et bien là, j'ai un jeu qui est avantageux pour moi. Et en général, bah, ceux qui font les jeux, ok, donc ceux qui font les jeux comme Euromillions, comme le casino, tout ça, eux, ils ont bien compris ce principe-là, ils se servent justement de ce principe mathématique. Et donc, eh ben, ils vont vous créer comme ça des jeux qui paraissent attirants. Même le casino, on pourrait se dire pourquoi pas, c'est attirant, on a un peu plus de chances de gagner, c'est vrai. Mais ils vont faire de sorte à ce que ce soit désavantageux, d'un point de vue mathématique. Que vous dépensez plus de sommes en termes de mise que de sommes que vous allez récupérer. Ok. Donc, ainsi, ils créent une variable aléatoire, sans le savoir, et sans vous le dire aussi, bien avant. Voilà, donc là, l'espérance, comme je l'ai dit, c'est une moyenne. Ok, c'est une moyenne. C'est la moyenne donc, que vous allez pouvoir obtenir et que vous pouvez espérer obtenir lorsque vous allez répéter l'espérance sur un grand nombre d'essais. Maintenant, pour la variance, eh ben, tout simplement, elle va mesurer la dispersion quadratique des valeurs donc prises par la variable aléatoire autour de l'espérance. Alors, j'expliquerai dans une vidéo pourquoi quadratique. On comprendra un petit peu mieux justement à l'aide des propriétés de la variance. Mais là, retenez bien qu'en tout cas, l'idée de la variance, c'est de mesurer la dispersion quadratique des valeurs donc prises par la variable autour de l'espérance.
Ok, de même que la variance, on a vu en classe de seconde que l'idée de la variance, c'était mesurer l'écart par rapport à la moyenne, et c'est de manière quadratique. Et ben là, c'est un peu la même chose. Donc la variance dans un premier temps, et ben on va dire que c'est égal à la chose suivante. Donc en classe de seconde, on disait quoi? Et ben on disait que c'était tout simplement valeur moins moyenne fois éventuellement le coefficient, plus valeur fois moyenne fois le coefficient, etc. Ça c'est en classe de seconde. En classe de première, la variance sur des variables aléatoires, on l'a définie ainsi. On disait que dans ce cas c'était égal à quoi? Et ben on disait que c'était égal au calcul suivant. Donc la première valeur prise par la variable moins son espérance. Et ça, j'ai oublié de le dire, mais à chaque fois, il y a des carrés. Fois probabilité que grand X égale X1. Ok. Le domaine du constat, si je la refais bien en vous disant les choses correctement, en fait, donc en stat, on disait quoi? Bon, on disait, on prenait la première valeur moins sa moyenne, le tout au carré, plus seconde valeur moins la moyenne, le tout au carré, etc. jusqu'à la dernière valeur. Et s'il y avait des coefficients, multipliés par les coefficients. Ou les effectifs, c'était un peu le même principe. Bon, bah pour la variance, c'est le même principe. Je vais prendre première valeur moins l'espérance au carré, fois probabilité, du coup je pondère par les probabilités à chaque fois, etc. jusqu'à arriver à la dernière valeur. Donc xn moins l'espérance. Là je disais, on prend la dernière valeur moins l'espérance au carré, fois probabilité que grand X égale la dernière valeur. Ok. Bon, ça c'était un long train. C'était un très long calcul. C'était assez rouleau à faire. Donc nous, en classe de terminale, maintenant on va essayer d'écrire ça un peu plus proprement. Parce qu'on va dire que c'est la manière clocharde de faire la chose. Donc moi je vais présenter une manière un peu moins clocharde de présenter cette chose-là. Ok, d'un point de vue formel. Donc, la variance de grand X, on va orienter de la manière suivante. On va dire c'est également une somme. C'est la somme lorsque I démarre à 1 jusqu'à N de XI moins E de grand X au carré fois probabilité que grand X égale X. Ok, donc ça c'est une première définition de ce que c'est que la variance. Donc on va traduire ça comme la somme lorsque I démarre de 1 jusqu'à N des XI E de grand X au carré fois probabilité que tout simplement grand X égale XI. Ok, voilà. Donc en clair, bah ça va être la somme, ça va être cette somme là. Donc c'est aussi égal à tout ça. Bon, donc ça c'est une première définition de ce qu'est la variance. Donc de manière un peu plus propre que présentée en classe de première. En classe de première, vous présentez ça parce que le symbole sigma, normalement, bon, vous connaissez pas trop. Là, en classe de terminale, je vous prends comme ça parce qu'on l'a un peu plus travaillé, symbole sigma. Et au moins, ça vous permet d'avoir un peu une notation plus classe et un peu moins clochard entre guillemets. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, le jour où vous serez complètement déclochardisé, bah, vous apprendrez encore plus de choses. Ok? Bon, je rigole. Je rigole, mais bon. Cependant, on va passer à la suite maintenant. Donc, la suite, c'est tout simplement une autre définition également de la variance. Alors, celle-là, elle est très utile et elle le sera pour démontrer la formule de Koenig. C'est tout simplement la variance. Ça, c'est une autre relation qu'il faut avoir en tête. On peut le définir comme le carré de la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Ça, donc, cette relation-là, bah, signifie qu'on va prendre la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Okay, en clair, là, ça traduit bien ce que je disais. La variance, comme je le dis, ça permet de décrire bah, comment que les valeurs de votre variable vont tout simplement se répartir par rapport à la moyenne. Ok, en clair, ça va être la moyenne des écarts des carrés à la moyenne. Ok, bravo. Donc ça, c'est une deuxième formule à avoir en tête. Pour la variance, il y en a même trois. Une troisième, qu'on démontrera dans une prochaine vidéo. On appelle ça la formule de Koenig. Ok, parce que c'est le mathématicien Koenig qui l'a découvert à ce moment-là, donc au cours du 19e siècle, à peu près. Donc formule de Koenig, elle vous dit quoi? Elle vous dit que variance de grand X, c'est égal à espérance de grand X au carré, moins espérance de X le tout au carré. Donc en clair, c'est la moyenne de la variable X, enfin c'est la moyenne, c'est le carré de la moyenne. Donc on va retirer, enfin qui est en négatif, qui est compté négativement, moins du coup les variables, la variable X au carré. Ok, donc c'est variable X, c'est la moyenne donc de la variable X au carré, moins donc le carré de la moyenne.
Voilà, donc ça c'est formule de Koenig. Pareil à avoir en tête. Pour calculer donc une variance. Et celle-ci donc va nous être très utile. Et celle-ci pour la démontrer justement on va partir de là. Ok. Et donc pour partir de là il faudra qu'on ait un certain nombre de propriétés sur l'espérance. Qu'on verra dans une prochaine vidéo. Concernant donc les petites définitions, on a maintenant l'écart type. Autant donc si la variance permet de décrire les variations et donc plus précisément la répartition des valeurs de votre variable aléatoire de manière quadratique, ok, et bien là, ici, on va s'intéresser avec notre écart type à décrire plus précisément comment que les valeurs vont s'éloigner toujours de la moyenne ou bien de l'espérance, mais cette fois-ci de manière linéaire, ok. Là, on le fait de manière quadratique à cause du carré, tout simplement. Là, maintenant, avec l'écart type, on va pouvoir le faire de manière linéaire, ok. En effet, puisque tout bêtement, ça c'est la dernière définition de la vidéo, mais donc l'espérant l'écart type donc de ma variable aléatoire x, qu'on note sigma de x comme ceci. Le sigma de x, le sigma qui est là, vous allez me dire mais là c'est sigma, là c'est sigma. Pour information de ce sigma qui est ce sigma là, il est en minuscule, ok. Ce sigma là donc il est en minuscule, tandis que là ce sigma là il est en majuscule. Donc c'est pour ça qu'on a cette différence là. C'est pareil aussi entre petit delta et grand delta. Le petit delta que vous utilisez en physique chimie, c'est celui-là. Ok, ça c'est delta minuscule. Et ça, le delta que nous utilisons en maths, c'est delta majuscule comme ceci. Ok, donc tout ça là, c'est delta. Enfin, delta que vous connaissez du plus 6e. Hein. Et là, pareil, le petit sigma comme ceci, c'est de la lettre minuscule. Et là, le grand sigma, c'est en majuscule. Ok. Bon, il y a plein de lettres comme ça, c'est bien de savoir la différence majuscule-minuscule. Ça peut vous permettre de ne pas être choqué lorsque vous verrez tout ça, ok. Pareil, bah, si vous avez comment vous avez pas fait de latin du coup, de latin, de grec, tout ça, bon, vous allez voir ça s'apprend au fur et à mesure les lettres grecques, hein, ok. D'ailleurs, je sais pas vous, mais bon, personnellement, entre grec et latin, le mieux c'est le grec quand même, c'est sympa. Bon, fermeture de la parenthèse. De définition, concernant donc l'écart type c'est tout simplement égal à la racine carrée de la variance. Donc on peut avoir plusieurs définitions de la variance, enfin du l'écart type sigma. Et bah du coup je peux dire que c'est c'est toutes les formules de la variance, mais sous la racine. Donc ça va être la chose suivante. Donc en général, on va dire que c'est égal à, donc on va prendre cette formule là, on va dire c'est racine carrée de l'espérance de x moins e de grand x, le tout au carré. Ok. En général c'est comme ça qu'on va la définir aussi, de manière assez simple. On peut aussi dire, parce que je crois que j'avais introduit comme ça en classe de seconde, que c'est du coup racine carrée de la somme lorsque i démarre jusqu'à n de xi e de grand x de tout carré fois p de grand x égale xi. Ok, donc ça c'est sigma de x qui correspond à l'écart type de votre variable aléatoire grand x. Et comme je l'ai dit, ça permet de mesurer la dispersion des valeurs autour de la moyenne. Et ce de manière un peu plus linéaire. Par exemple, quand je dis dispersion, qu'est-ce que je sous-entends? Et bah, par exemple, en stats, en classe de seconde, et bah, vous avez appris à utiliser l'écart type et la variance pour mesurer une dispersion. Ok, les dispersions, par exemple, de la répartition des salaires au sein d'une entreprise. Si une entreprise, donc, en moyenne, et bah, les employés gagnent 15 000 euros, et bah, du coup, au sein d'une entreprise où tout le monde gagne 15 000 euros, et donc la moyenne, bah, c'est 15 000 euros, et une autre entreprise où bah, vous avez un employé qui gagne plus de 30 000 euros et tous les autres qui gagnent aux alentours de 1500-1600 euros, et bah dans ce cas-là, au sein de la première entreprise, les valeurs, vous êtes bien d'accord avec moi pour dire qu'elles sont homogènes, tandis que les valeurs du salaire de la seconde entreprise, elles sont hétérogènes, puisque j'ai un qui est très haut à 30 000 et un qui est, et quelques-uns qui sont très bas, ok, vers 1500, 1600. Ainsi, de ce fait, pour la série 1 que je vais vous décrire, pour l'entreprise numéro 1, où tous les salaires sont à peu près homogènes, et bien dans ce cas-là, ça va se traduire par un écart type qui est faible. Tandis que, en effet, si l'écart type ou bien la variance, parce que ça se mesure, ça traduit à peu près la même chose, ça évolue en tout cas dans le même sens. Si donc l'écart type, il est grand, ok, plus il sera grand, et plus il va traduire donc une grande dispersion des valeurs autour de l'espérance ou bien de la moyenne. Ce qui est le cas dans l'entreprise 2 que je vous ai décrite, où vous avez un qui gagne
30 000 euros et tous les autres qui gagnent environ 1500-1600 euros. Donc vous voyez un peu de délire. Donc vous pouvez avoir une même moyenne en clair, mais en fonction de la répartition des moyennes, donc de vos notes dans la moyenne, elles ne sont pas considérées comme régulières. Et c'est ça qui est parfois fait dans vos conseils de classe. Deux personnes elles peuvent avoir 15, mais en fonction de la façon dont le cas est obtenu, par exemple on a 8 dans une matière et 19 dans l'autre, et un autre qui aurait 15 en ayant des moyennes comprises entre 13 et 16, vous êtes bien d'accord avec moi que l'écart type est très grand. Enfin, une différence significative au niveau de l'écart type. Celui qui a des moyennes entre 13 et 16 et qui a 15 de moyenne générale, chapeau, son écart type est faible. Tandis que celui qui a 15 de moyenne générale avec 8 et 19 comme moyenne extrême, ok, dans ce cas, pas chapeau, enfin, en termes d'écart type, ça se traduit par l'écart type qui est très grand, ok. Et d'ailleurs, une sur deux, c'est qui est très grande. Mais bon, ça on en reparlera pas trop, en tout cas en classe terminale. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo-là. On va faire la question en termes de définition. J'espère que ça t'a plu.